Salut à tous, bienvenue sur Rev'd Up, nouvelle émission, nouvelle saison, saison 2. Aujourd'hui on attaque directement avec les nouveautés de 2024. Il y a pas mal de choses, on a du Triumph, on a BMW, on a CF Moto, on a Morini. On vous dit pas plus, c'est parti, générique. Bonjour à tous, bienvenue dans Rev'd Up, saison 2, on est parti. Merci à ceux qui nous retrouvent depuis la saison 1. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Alexis et je suis accompagné de Ludo. Et on est reparti aujourd'hui, donc comme le disait Ludo, pour un épisode sur les nouveautés de l'année 2024 qui commencent à s'annoncer. C'est l'automne, c'est le marronnier tous les ans. Les constructeurs commencent à nous distiller un peu leurs quelques rumeurs, quelques news pour les motos qui feront l'actu de l'année prochaine. Donc on a décidé de prendre un petit moment pour la regarder. Et il y a des choses, ma foi, assez intéressantes qui sont déjà apparues. Et qui sont pas là où on les attend, et c'est ça qui est très intéressant. C'est des vraies grosses nouveautés, et surtout en termes de cylindrée, il va y avoir des surprises, enfin. Ouais, on voit le marché qui est en train de se transformer, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Allez, on va attaquer tout de suite avec une marque que beaucoup adorent, Triumph. Triumph qui nous ressort un nom qu'on n'avait pas vu depuis quelques années, que beaucoup attendent, mais qui risque de pas être forcément la version que tout le monde attend, justement. Paye ton ascenseur émotionnel, forcément si on vous parle de Daytona. Daytona qui était donc la série de sportives mid-size dans les 600 de Triumph, qui a fait les grandes heures de Triumph à l'époque et qui a été arrêtée en 2017 parce que c'était des motos qui n'étaient pas rentables. Évidemment, petite production parce que c'est un segment assez confidentiel et puis en plus ça coûtait trop cher à produire. C'était de la moto de piste, clairement. Par contre, les toutes premières Daytona, en tout cas celles que j'ai connues dans les années 2000, qu'on a pu retrouver d'ailleurs sur Motors & Co, c'était la 955. Il y a même eu la version la T5 qui était quand même beaucoup plus lourde, beaucoup plus massive, donc plus routière, sportive que vraiment sportive. Et c'est vrai que la Daytona que tout le monde a en tête, elle est une vraie et pure pistarde, pas confortable. C'était une Street Triple RS carénée, ou alors c'était plutôt la Street Triple RS qui était une Daytona décarénée, mais bon, c'était vraiment pur ADN sportif, avec un 3 cylindres qui prenait des tours et avec une partie cycle qui suivait. Et donc en effet, moto arrêtée il y a quelques années parce que le segment était clairement en perte de vitesse, mais là on voit un nouveau micro-segment apparaître sur des sportives mid-size, mais alors quand on dit mid-size, c'est plus les 600 hyper extrêmes de l'époque des R6, là c'est vraiment des sportives, typiquement R7, Aprilia, RS660, des sportives un peu du quotidien, avec des puissances raisonnables. Ouais, on sent que c'est le marché A2 qui est clairement visé, parce que c'est là que l'argent se trouve, je pense. Ouais, puis certainement un segment une forme de moto qui correspond plus aux usages actuels. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la route, on est tellement castré, limité qu'avoir des puissances. Alors je suis d'accord et pas d'accord. Disons qu'il y a quand même aussi un marché de moteurs qui est là depuis des années, qui utilise encore des sportifs type GX. Et on parlait de Daytona, quand on regarde le marché de l'occasion, les prix sont quand même bien soutenus parce qu'il y a quand même une demande et qu'il n'y a pas encore eu renouvellement. Donc il y a des nouveaux constructeurs qui s'y attellent, on y viendra après, mais il y a quand même un trou qui a été laissé, donc je suis d'accord, c'est vrai que pour un usage quotidien avec les normes et les restrictions actuelles, c'est pertinent. Il y a quand même toujours un public de peut-être moins jeune, je sais pas, qui attendent un peu plus de watts, quoi. Ouais, certainement. Après, je pense que ce public, là, aujourd'hui, s'est tourné plutôt vers les 1000, puisqu'on voit que les 1000, ils ont survécu. Que ce soit chez tous les grands constructeurs, ils ont tous leurs 1000. Mais c'est vrai qu'il y a ce creux qui a été laissé, qui a priori va pas être rempli, parce que quand on voit les types de motos qui arrivent, et notamment R7 et RS660, on voit que c'est quand même des motos qui sont un peu plus modestes en termes de performance sportive. Mais en tout cas, voilà, pour revenir au nom Daytona qui ressort, qu'on en reparle, parce qu'en fait, on a vu a priori un prototype traîner qui serait en fait donc une Daytona 660 qui est du coup la plateforme en trait de gamme chez Triumph. Alors lui, il y a deux modèles qu'il exploite, c'est la Trident qui est le roadster débutant par définition, et la Tiger Sport qui est la version trailisée façon trail routier. Et donc en fait, il se resservirait de cette plateforme-là pour créer une Daytona ou une
Sprint apparemment, qui était aussi un nom qui rappelle des souvenirs chez Triumph, parce que du coup c'était pareil, là pour le coup une sportive assez un peu GT. Donc quand même beaucoup de recyclage dans tout ça, dans cette annonce. Oui, clairement. Il n'y a pas eu on sent pas le gros investissement, alors peut-être que du coup il y aura le prix qui va avec. Faut espérer en tout cas. Ouais, après on sait que souvent Triumph malheureusement ils sont pas réputés pour leur côté nécessairement accessible par rapport à d'autres marques. Là l'idée globalement c'est de faire du contre R7 et RS 660. Oui, clairement, parce que la Trident, je crois que cette plateforme-là, c'est 81 ou 82 chevaux, je crois. Donc on est vraiment dans cette... c'est ça, en fait, je pense que c'est plus une... comme disent les vieux, le réponse du berger à la bergère. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Bon. Économiquement, je pense qu'il y a une vraie logique, parce que du coup, comme l'a fait Yamaha pour les R7, où ils ont récupéré le moteur de la NT07, de la Ténéré, ils ont le trail, le roadster, la sportive sur le même segment. Je pense qu'économiquement, là c'est pareil, ça leur coûte pas grand-chose finalement de récupérer le châssis, de revoir un peu la géométrie et les équipements, et puis de sortir une sportive à moindre coût finalement. Je suis d'accord, mais c'est vrai que le problème c'est aussi le fait de dégainer rapidement, parce que souvent... on prend justement l'exemple du D7, donc le Ténéré avec le moteur de la MT-07. C'est les premiers à avoir ressuscité le trail. Il n'y a pas d'autre mot. Ils ont clairement relancé la mode du trail. Du coup, on s'est retrouvé avec des cotes extraordinaires parce qu'ils les vendaient mais tellement. Parce qu'ils sont les premiers, justement. Là, on sent vraiment la réponse un peu poussive, je trouve, de bon, puisque tout le monde le fait, on va le faire. Donc, soit ils ont un vrai argument qui percute, donc je pense au prix, puisque là, au vu des éléments techniques, je vois pas de vraie plus-value. Soit, je sais pas, soit ils se contenteront d'étoffer la gamme. Je vous laisse peut-être poser un avis en commentaire. Peut-être ce que vous en pensez. Si ce type de moto vous intéresse, si c'est des puissances que vous allez rechercher. Alors je pense qu'en effet ça dépend de l'historique des motards, mais pour des motards débutants, je pense qu'en effet ça permet d'avoir une sportive sans forcément se faire assassiner, que ce soit en assurance ou en coût d'entretien, et quand même d'avoir le look sportif. Je pense que voilà, c'est le principal intérêt de cette machine-là. La RS 660, c'est vrai qu'elle nous tentait pas mal, et on a vu l'ardoise, ça commence à chercher, surtout en version bien équipée avec tous les accessoires. On arrive très vite à autour de 13 000, si je dis pas de bêtises. 13 000 vu la catégorie, ça commence à taper. Donc moi je dis Triumph, à mon avis, vous trompez pas. Dans les mêmes eaux. Hein. Ouais. Du coup, mais ils ont un vrai argument moteur par contre, pour la Aprilia quand même. Pour l'Aprilia, ouais. Après, bon, il y a le côté 3 cylindres aussi chez Triumph qui peut être intéressant. On part en Shermanie. Un Shermanie, avec là un secret de Polichinelle, le renouvellement de la reine de la catégorie trail luxueux, avec évidemment la GS. La GS des familles. Des familles qui est un best-seller évidemment pour BMW et sur le marché en général. Hein. Et donc cette année, c'est l'année du renouvellement. Donc, alors, là encore, quand on est tout en haut, est-ce qu'on finalement ne peut pas que retomber? Je sais pas. Parce que, à part faire toujours plus, on n'a plus de choix, puisque, comme tu l'as dit, on est sur la catégorie reine, on est sur le modèle le plus répandu, le plus vendu dans cette catégorie, qu'il n'y a pas grand monde en face, finalement, par rapport à toutes les prestations qui sont proposées. Et là, quand même, on sent qu'ils répondent quand même à une certaine concurrence que tu vas énumérer. Bah oui, donc il y a la Multistrada chez Ducati, hein, qui elle avance l'argument de débauche de puissance, parce que du coup on a 170 chevaux, donc là on commence. Donc spoil alerte. Qu'est-ce qui va se passer? Et typiquement la 1290 Super Adventure chez KTM, pareil, on est dans les 160 chevaux, donc la GS était un petit peu en retrait de ce point de vue-là. Alors c'est des chiffres qui sont, je pense, purement marketing, hein, puisque sur des machines comme ça doit pas faire une énorme différence, et puis on n'est pas là en train de gratter les centièmes sur des temps autour, mais la GS était à 136 chevaux. Là, du coup, on annonce une puissance à 145 chevaux. 10 chevaux de gagné. Par contre, le poids en baisse. Je crois une quinzaine de kilos, quelques newton-mètres de gratté, je crois, 4-5. Ouais, bon, voilà, ça va pas être une révolution. Je pense pas que c'est pas perceptible, et puis surtout, encore une fois, les chevaux, c'est ce qu'on va chercher en haut du contour, sur un trail.
On va aussi les chercher sur une fiche technique, et je pense que c'est un peu là-dessus qu'ils jouent, ouais, il y a l'argument marketing. Ouais, bien sûr, mais je veux dire, à l'usage, encore une fois... Bon. Non, complètement. On a dit ça fera pas de différence pour les mecs qui s'en servent au quotidien sur le périph. Et qui l'apprécient, attention, parce qu'on n'est pas là pour la descendre. C'est une excellente moto, et je pense que ceux qui l'aiment continueront à l'aimer. Maintenant, je pense que, comme tu dis, l'argument il est sur le papier, parce que t'es 5 Nm et t'es quelques chevaux. Bon, après, il faudra voir peut-être justement à la perte de poids si ça fait vraiment une différence. Ouais, bah je pense que ça peut être que bénéfique. Après, bon, technologiquement, évidemment, ils se mettent à la page aussi, notamment Ducati avait inauguré sur la Multistrada les radars là, devant, derrière, en gros le radar adaptatif devant pour le régulateur de vitesse, et puis derrière il sert pour le détecteur d'angle mort. Bah, évidemment, ils y viennent aussi, hein. Ils avaient pas le choix. C'est ça. Il y a la hauteur de selle, de ce que j'ai compris aussi. Ouais, en fait, c'est comme chez Ducati aussi, hein, et chez Triumph, je crois, fait ça. C'est en gros, il y a la suspension électronique permet d'abaisser la moto, donc c'est bien pour les petits gabarits à l'arrêt, parce que du coup c'est plus facile de monter dessus, et en fait la moto se rehausse en roulant, et selon les modes de conduite, du coup elle adapte en gros la hauteur du châssis varie de quelques centimètres. Bon, là encore, à moins d'avoir un usage très spécifique, je sais pas si ça fera l'argument, mais bon, d'un point de vue marketing, en effet, ils étaient obligés aussi de se mettre à la page d'un côté technologique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera pas moins chère. Ça, on peut le parier, puisque forcément, qui dit équipement supplémentaire dit tarif revu à la hausse. Donc, et puis bon, étant une BMW, de toute façon, je pense que les packs d'options seront là pour venir saler la facture correctement. Voilà, ouais, apparemment un ticket d'entrée au-delà de 20 000, hein. Ouais, sans forcer, ce qui est logique, puisqu'on est déjà quasiment avec l'actuel. Ouais, je crois que l'actuel commence à 20 000. Donc, à mon avis, le ticket moyen sera bien au-delà de 25 000 €. Ouais, je pense que là, on est bien. Il y a un public. Il y a un public, et puis elle continue à se retrouver dans tous les top ventes moto depuis des années, donc roule, hein. Donc malgré le fait qu'on l'ait vu à de multiples reprises sur les routes de France et de Navarre, plus ou moins camouflées, BMW a déjà annoncé qu'elle serait présentée le 28 septembre. Parce que du coup ils inaugurent à Berlin un nouveau musée qui s'appellera le Motorrad Welt, comme il y a le Welt voiture, qui est le musée historique de BMW voiture. Là il y aura le musée moto, et donc c'est à l'occasion de l'inauguration de ce musée, donc 28 septembre, on aura la tête de la moto plus le prix. Ouais, alors tête de la moto, même malgré le maquillage, bon, on voit quand même qu'il y a une légère évolution. Il parle d'un nez plus court. Bon, c'est vrai que le maquillage est quand même assez conséquent, donc moi là comme ça de loin, tu me dis que c'est l'actuel, je t'avoue que pour quelqu'un qui est pas spécialement... Je pense que c'est les aficionados qui feront la différence. Si t'es pas à fond dessus, je pense que là tout de suite, c'est pas évident. D'ailleurs, en parlant de BMW, je fais une petite aparté, mais je repense à ça parce que ça a été présenté hier. Ils ont annoncé la GS 900. Donc il y avait la 850 GS qui était un moteur qui exploitait le bicylindre mid-size de chez BM. Là ils l'ont passé en GS 900. Il y a une version, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une version assez dépouillée. On aura, je pense, l'occasion d'en reparler. On n'a pas vraiment creusé le sujet, mais une version très dépouillée avec un arrière. En fait, il y a la boucle arrière, il n'y a même pas de carénage, et que le châssis qui avait l'air assez intéressante comme concept, parce qu'ils se mettent clairement face à KTM sur des machines. Alors il y a 3 versions, mais cette version la plus extrême en l'occurrence se met vraiment sur un segment vraiment axé tout terrain, et du coup plus puissant que ce qu'il y avait à l'origine, parce qu'on est à 105 chevaux je crois, et donc finalement c'est presque un nouveau segment que BMW inaugure, et en fait là ça fait un peu le pont entre la 850 GS qui était un truc un peu là aussi débutant, et la 1250, et du coup il y a une espèce de nouvelle proposition au milieu. Donc voilà les joies franchement, des gammes à gogo. À t'écouter, moi ça me donne une idée de sujet. C'est pourquoi ce renouveau sur le trail, pourquoi cet engouement qui va jusqu'à, comme tu dis, créer des segments dans le segment. Là ça devient dingue quoi. Ouais. Ce serait intéressant, ouais. D'ailleurs on en fera peut-être un. Proposez-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez des idées de sujets, hein, comme on le dit à chaque fois. Nous on est dans notre coin à gratter nos petites idées, mais c'est vrai que on est quand même très ouvert là-dessus, et c'est vrai que là celui-là m'intéresse particulièrement parce que, comme je le disais, depuis l'avènement de la Ténéré, ça s'arrête plus quoi. Et d'ailleurs on va continuer là-dessus, dans la lancée on va continuer en allant donc là en Italie pour le coup, donc chez Moto Morini. Moto Morini, vous savez, on en parle souvent parce qu'on apprécie le renouveau de la marque.
Moi, à titre personnel, du coup, j'en ai acheté une, la Escape 650, qui est du coup ma deuxième moto, un peu un moto de voyage, on va dire. Et Moto Morini, du coup, a présenté, enfin, laissé entrevoir son plan produit pour les prochaines années, et apparemment, ils vont pas chômer. Ouais, il y a vraiment énormément de nouveautés qui se pointent. Là, déjà, bon, on le savait déjà, enfin, on le savait. La Escape 1200 qui allait arriver, ça Ouais, il y a déjà des photos qui tournent. Ouais, et depuis très longtemps, donc c'est pas vraiment une exclue, d'autant que le look a l'air de coller à ce qu'on a vu il y a déjà peut-être un an et demi. Ouais. Alors là, ce qui est intéressant à remarquer là-dessus, c'est que du coup, on sort du Bicilan Kawa un peu classique et on repasse sur une architecture là, purement italienne, donc un V2 de 1200 qui est le. Alors on sait pas trop si ce sera le moteur Corsa Corta là qu'ils utilisent déjà sur leur gamme ancienne. Il se murmure que ce serait un truc qui serait un peu revu. Je pense que déjà en termes de coût, ce serait idiot de faire une croix dessus. Ils ont un moteur à dispo. Ouais, la question c'est est-ce qu'il va passer les normes. Est-ce qu'il va passer les normes? Alors c'est vrai que déjà à l'époque c'était compliqué parce que Euro 5 est là. Et, maintenant, en termes aussi de douceur, on va pouvoir essayer donc, sur la chaîne la Corsaro, la ZZ. C'était quand même très on-off comme réaction. Moi sur un trail j'attends quelque chose de plus disponible à bas régime, un peu de douceur, d'autant que là sur les photos on voit clairement quand même une vocation un peu trail routier, donc il va falloir quand même quelque chose c'est assez cool pour faire du voyage, donc on verra. Si c'est ce moteur là, tant mieux, parce qu'honnêtement il est très cool pour l'avoir essayé. Sur la fiabilité, ouf, et l'entretien, ouf. Mauvais plan les gars, je vous le dis tout de suite. Italienne. Déjà à l'époque en concession on m'avait dit que c'était compliqué, surtout le savoir-faire derrière, tout ce qui est SAV et gros entretiens, c'était pas forcément au rendez-vous côté français. À suivre. Ouais, en tout cas, ce qu'ils ont dit, c'est que ce serait présenté à l'ECMA. Donc ECMA, ouais. Salon de Milan au mois de novembre, là. Donc on en saura plus d'ici quelques semaines. Mais nous, on guette ça avec intérêt parce que, en effet, le renouveau de la marque est assez prometteur. Donc ce sera avec plaisir qu'on ira essayer, surtout qu'on est concessionnaire à Toulouse. C'est ça. Il y a un Roadster donc, en 750 qui va sortir et en 925 cm3. Ouais, donc double proposition. Alors le 750 sera, je pense, un truc qui va se mettre en face du gros de la gamme des Roadsters pour tout le monde, quoi. Et le 925 sera plutôt quelque chose d'assez sportif a priori. Ouais, donc, alors on mettra les images, enfin tout du moins ce qu'on peut entrevoir des futurs looks en question pour la gamme. Il n'y a pas trop d'infos, mais il y a quand même des silhouettes assez reconnaissables. Donc je pense que ça va être pas mal, parce que ce qui est cool avec Morini, c'est qu'ils ont vraiment fait confiance au côté italien pour le design, et pour l'instant c'est très réussi. Pour le moteur, point d'interrogation, parce que comme je disais, il y a quand même une proposition qui existe déjà de côté italien, mais comme je le disais, pas forcément fiable. Mais eux, ils arrivent, les Chinois, avec leurs moteurs qui sont, alors pour le coup, avec la Escape 650, une adaptation du moteur de l'ER6. Ouais. Peut-être qu'ils vont faire ça avec d'autres moteurs, donc ça peut être intéressant. À suivre encore, puisque pour embrayer sur la suite, il y a nos amis chinois tout court qui parlent de grosses nouveautés. Alors là, c'est la grosse plâtrée là. Chez un constructeur ça va faire très mal, dont on a parlé dans plusieurs épisodes dans la saison 1, et on a essayé plusieurs de leurs motos d'ailleurs. C'est CF Moto, que je pense que beaucoup des gens qui nous regardent connaissent, mais CF Moto c'est un peu la marque chinoise qui monte, dans le sens où ils sont très force de proposition, on va dire, sur leur gamme. Ils ont sorti beaucoup de motos, ils ont des trucs qui sont assez crédibles et qui sont finalement les motos presque les plus européanisées, on va dire, dans la gamme chinoise. Et là, il y a eu... Alors, en fait, ils ont fait un début septembre le CF Moto Days, qui est la grande messe de CF Moto du coup en Chine, et ils ont présenté pas mal de nouveautés, mais alors des trucs, alors il y avait des rumeurs, nous on savait pas trop quoi en penser, on s'était dit bon, on aurait le temps de voir venir, mais en fait là ça y est, ils ont mis les bouchées doubles. Alors ils ont montré 2-3 trucs, notamment dans la catégorie sportive, qui sont je pense très très dignes d'intérêt, notamment eu égard à ce qu'ils nous ont fait avec la 450 SR qu'on a essayé, que vous retrouvez l'essai, vous retrouvez en short sur la chaîne YouTube. De stock partout, littéralement. Je pense qu'ils ont pas bien mesuré le succès. Ils ont sous-estimé apparemment le volume de vente, et là déjà c'est compliqué d'en trouver. Donc cette moto en fait, c'est la 450 SR, elle a surpris parce qu'en fait c'est une proposition très crédible de
petite sportive, dans le sens où c'est un look vraiment hyper démonstratif avec très italien, des machins, des ailerons et tout, mais une position de conduite pas trop extrême. Donc finalement, une moto qui a à la fois le look et à la fois le côté entre guillemets pratique, ou en tout cas pas trop extrême, et qui du coup plaît beaucoup. Et surtout le moteur. Et le moteur là, c'est un petit bicylindre pour le coup. Bicylindre de 47 chevaux, donc. Mais qui a vraiment une allonge qui est hyper sympa. Elle fait vraiment plus grosse que ce qu'elle en a l'air. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'elle plaît. Et puis surtout qu'elle est très bien équipée. On a du Brembo dessus. On a un système embarqué avec un écran LCD LED. Il y a un TFT, de 5 pouces, pareil, avec hyper la navigation, complet, machin, la safe moto. Full équipé pour pas grand chose en fait. C'est toujours l'argument, c'est ça, c'est dire on vous file une moto avec déjà toutes les options, il faut pas les rajouter derrière. Tout est dans le prix et le prix est déjà en dessous de la concurrence. Ouais. Voilà. Donc on a une pseudo japonisante européenne au prix du chinois. Et ça, c'est juste, encore une fois, je suis bluffé et agréablement surpris qu'on puisse encore proposer ça aujourd'hui. Ouais. Au monde, dans le monde dans lequel on vit, avec l'inflation qui court, c'est cool. Et donc, fort de ce constat, en fait, et de cette première proposition crédible, là, en fait, ils arrivent avec... ils passent la seconde, en gros, sur le marché des sportives, et donc ils viennent de montrer deux trucs. Alors, il y a d'abord une 675. Tiens donc, chiffre pris au hasard. Voilà. Avec un 3 cylindres. Tiens donc. Toujours au hasard. Donc sportive là pour le coup à peu près 100 chevaux a priori, hein. Donc elle est encore camouflée, vous le voyez sur les incrustations en photo. Elle est camouflée, mais on retrouve quand même largement le style de la 450 quand même. Ouais. Je pense pas. C'est vrai qu'elle était tellement crédible déjà, je trouve, pour une 450. Je me suis dit franchement, à part changer le moteur dedans, ils n'ont rien besoin de faire de plus. Ouais, wait for it. C'est de bon augure. Hein, clairement, c'est clair. Ça va être ça, donc ça va être cool. Et puis petit clin d'œil à nos amis de tout à l'heure, ceux qui ont peur que la vraie Daytona ne revienne pas. Peut-être, on sait pas, hein, mais peut-être que là, ils vont faire un petit coup bien senti là. Ouais. Bon, en tout cas, je pense qu'elle va venir jouer dans cette catégorie de sportifs autour des 100 chevaux là, donc qui va commencer à devenir un vrai segment de marché. Là, par contre, il va falloir sortir les carnets de commandes parce que s'ils arrivent à répondre à la demande, ça va être une inondation. Probablement. Donc voilà, bon, look très sportif, on voit des choses, genre il y a les écopes de frein façon MotoGP là pour refroidir les étriers et tout, enfin vraiment le package total quoi. Donc on a hâte de voir ça. Donc ils l'ont montré sous forme d'un proto entre guillemets, même si la moto a l'air quand même déjà d'être bien finalisée. Donc probablement que c'est des choses qu'on va voir sortir en fin d'année et qui devraient arriver au courant de l'année prochaine. Et alors dans le genre aussi moto de niche, ils ont annoncé une sportive un peu du même acabit qui ressemble aussi à ce qu'ils ont montré sur la 675, sauf que là ça va être une 500 avec un 4 cylindres en ligne. Voilà, donc peut-être une contre ZX 4R. Ouais, ZX 4R dont on avait parlé dans une précédente émission. Qui, là encore, une sorte, on peut le dire, de revival des années 90, parce qu'il y avait déjà, si je me souviens plus, chez Honda, la VFR 400. Il y avait... qu'est-ce qu'il y avait encore en 400 ? Il y avait une autre marque. Chez Suzuki, non, il y a pas Suzuki, il devait y avoir un 400 aussi, et c'était déjà l'idée d'avoir une petite cylindrée qui monte très haut du coup dans les tours, et du coup idéal sur piste parce que très légère, très maniable et une vraie proposition. Donc là, et là autant le 4 cylindres avait totalement disparu quasiment de tout ce qui faisait moins de 1000 cm3 quoi. Autant là ils reviennent avec ça, donc ça pourrait être une machine assez pointue. C'est étonnant parce que je pense que les 2 cylindres qu'on voit beaucoup actuellement, c'est surtout pour des raisons économiques. Et de normes aussi. Donc arriver avec un 4 cylindres, franchement, s'ils arrivent à passer les normes. Ouais. Écoute, moi, quand je vois ça, ce que je me dis, c'est qu'ils ont besoin de se faire une image. Et que de constructeurs, pas le constructeur chinois bas de gamme. On va faire comme si, on va faire comme eux, on va faire. Non. Le fait de sortir ce genre de sportif, c'est peut-être des modèles qui seront pas spécialement rentables, mais qui du coup vont les installer comme un constructeur sérieux, crédible et qui fait des choses qui plaisent quoi. Donc je pense que c'est ça, parce qu'en effet, à mon avis, la 500 en 4 cylindres, ils vont pas en vendre des ramettes. Non, mais c'est une très belle transition que tu me fais là parce qu'on allait parler de la 450 SRS, donc comme on le disait, la
la 450 actuelle se vend très bien tellement qu'il n'y en a plus. Et il parle déjà de sortir un modèle S qui serait équipé d'un monobras. Il y aurait pas grand chose de plus dessus. Non. Et d'ailleurs, ça, ils l'ont déjà montré, donc c'est sûr qu'elle arrive. Ouais. Donc je pense que c'est plus du look qu'autre chose, parce que du coup, le monobras, c'est 1 kg de plus sur la balance. Bon, et certes, franche réglable, traction control, le frein arrière en 240 mm. Bon, ok, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Je sais pas, économiquement parlant, je veux dire, proposer ça sur le marché. Je pense que ça vient complètement en ligne de ce que tu viens de dire en disant on est en train de montrer la boutique là. On sait que c'est pas ça qui va nous faire bouffer, mais on peut se permettre de le faire parce qu'on va bouffer sur des modèles plus vendeurs entre guillemets, comme la 800 MT par exemple. En parlant de modèles qui vont les faire bouffer, du coup ils sortent la version naked de la 450, donc avec ce moteur là, version roadster. Jackpot. Là clairement. Là je pense qu'en revanche. Et on fait coucou à Aprilia surtout. Ouais, c'est ça. Même en termes de style, honnêtement. On fait un gros coucou à Aprilia quand même. Ouais, il y a un peu d'influence. Contraire. Après, la version naked, du coup, là, est un peu MT sur les bords. Enfin, bon, c'est. Bon, on sent qu'ils font des clins d'œil à la production actuelle. C'est clairement inspiré. Bon, à la limite, vaut mieux quelque chose de bien inspiré que quelque chose d'inédit et moche, quoi. Donc, comment leur en vouloir? Donc, en effet, ça sort aussi, ça a été présenté, ça arrive l'année prochaine, là, le 450 NK, qui est donc la version naked, donc Roadster avec ce moteur 450. Et là, en revanche, ils vont vendre des brouettes. Ouais, ça va partir. Alors, pareil, dans les trails, alors là, ils sont dans le micro-segment de micro-segment. Ouais. Puisqu'ils ont. CF Moto avait donc la 650 MT, trail assez routier, un peu vieillissant, qui a priori risque de sortir de la gamme. Une moto qui est d'ailleurs, j'étais choqué, je l'ai vu en vrai, qui est hyper basse d'origine, mais je la trouve vraiment beaucoup trop basse. Alors par contre, c'est génial pour les tout petits gabarits. J'en connais certains qui justement ont du mal à trouver des motos, notamment tout ce qui est trail GT. Là, clairement, les gars, je vois pas plus petit. C'est-à-dire que la selle est littéralement auprès du sol. Ouais. Mais par contre, comme tu disais, ça fait un peu vieux, quoi. Ça fait un peu moto des années 2010. Ouais, après donc je pense que c'était un des modèles qui sont les plus vieux dans la gamme, là, donc a priori qui va sortir. Il y avait donc la 800 MT qu'on avait essayé, pareil en short, qu'on avait beaucoup apprécié aussi. Donc là, c'est bicylindre moteur 4TM. Ah, complet. Ouais. Ah oui. 95 chevaux, donc le moteur de la 790 Adventure. Et donc là, ils nous mettent en plein milieu une 700 MT. Donc là, trail routier aussi. Ouais, je pense qu'il va gentiment remplacer la 650. Je tirer sa révérence. Probablement. Et donc, il reprend le moteur de la CLX 700 qui était très sympa, qu'on avait essayé aussi. Super, vraiment génial. Ouais. Là, je pense que la proposition, c'est du contre-traceur. Faudra voir au niveau moins cher, faudra voir le niveau équipement. Je pense que c'est ça le nerf de la guerre là pour le coup sur ce segment. Ils ont commencé à nous habituer à avoir des choses assez sympas en termes d'équipement. On l'a dit, l'idée de la marque c'est tout dans le prix, pas d'option à rajouter parce que tout est dans le prix et surtout déjà moins cher que la plupart de. Là on parle de 7 000 € du coup pour celle-là, donc typiquement ça se mettrait en face de la Escape chez Moto Morini qui est à peu près dans ces eaux-là aussi. Voilà. Et en puissance ça fait 67 chevaux je crois. Donc ouais, pour avoir fait le road trip avec, honnêtement. Oui. Bah non, mais ces puissances-là, comme moto de road trip, on va dire. C'est largement suffisant. En tout cas, moi, personnellement, j'en suis content et je trouve que c'est une bonne formule, quoi. Ouais. Donc voilà pour les actus CF Moto. A priori, ça va être busy du coup. Et là, on se fera un plaisir aussi d'aller faire un tour chez nos deux concesses préférées CF Moto que vous avez entreaperçus sur la chaîne, parce que du coup. Racer Garage, qui a fait donc MV Agusta, fait aussi CF Moto. Non, mais comme quoi, ça veut dire qu'il se passe quand même quelque chose. Je sais que parfois en commentaire, on dit c'est bon, le truc chinois là, c'est bon, on en a soupé. Mais non, il se passe vraiment un truc en fait. C'est pour ça que pas mal de concessionnaires que nous on côtoie depuis des années commencent à renouveler un peu les showrooms là, et à s'équiper avec ces motos là parce que ils les vendent accessoirement et parce que il y a une vraie proposition. Donc nous on s'y intéresse, c'est même pas... Il n'y a pas de parti pris pour nous, c'est vraiment... c'est de la nouveauté et c'est pertinent. Et puis franchement, nous on peut que vous encourager à aller essayer, c'est vrai que nous aussi on était partis avec des a priori, et puis bon finalement voilà. Ouais, va faire un tour en fait, va faire un tour avec, si ce qu'on dit ne vous convient pas, vous paraît exagéré, ils ont plein de motos qui d'ailleurs, bien souvent chez les concessions
ne sert pas tant que ça. Elles sont là pour les essais. Essayez-les, vous allez vraiment vous faire un avis. Ouais. Et peut-être soit nous contredire et au contraire dire que c'est de très bonnes motos. Donc en fait, pour faire un petit clin d'œil aussi à Métis, qui est du coup le deuxième concess à Toulouse, qui nous permet d'essayer ces SF Moto, qui est donc Suzuki, lui, SF Moto, donc qui est sur 2 marques qui sont en pleine renaissance, quoi. Après, c'est vrai que Suzuki il était quand même sur la pente descendante, puisque a traîné très longtemps à renouveler sa gamme. C'est que depuis un an et demi qu'il se passe quelque chose, donc je pense que on leur fait un petit coucou, mais s'ils ont aussi choisi d'étoffer un peu le showroom avec des marques naissantes, voire conquérantes, c'est aussi pour ça, c'est parce qu'il y avait quand même un essoufflement chez Suzuki. C'était vieux, c'était pas fun, et là ils commencent à sortir des trucs sympas. D'ailleurs, on va quitter les Chinois, on part directement chez les Autrichiens. Chez les Autrichiens qui font produire en Chine aussi. Oh là là. Non, avec du coup aussi une tête de pont, en tout cas une moto emblématique de la production actuelle, qui est la Super Duke, qui est donc la Super Duke 1290 actuellement, qui est une moto qui a peu évolué finalement sur les 10 dernières années, on va dire, mais qu'on a eu l'occasion d'essayer récemment et qui franchement est enfin, je vois pas ce qu'on pourrait demander de plus. Non, mais c'est vrai, c'est un peu la RS6 ou la E63 quoi, de chez Mercedes. Ça grogne. C'est tellement too much déjà de base que même avec les années, en vrai, à part faire la course, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux concurrents, je vais faire un cheval de plus, je vais faire 1 km/h de plus sur la fiche technique, c'est déjà tellement débile. La partie cycle est dans le bon sens du terme. Voilà. Juste pousse au crime tellement elle est, tellement elle pardonne et tellement elle est efficace. Le moteur plein partout. Et bon, effectivement, il fait 180 chevaux. Alors c'est vrai que par rapport à peut-être certaines autres motos de la production, notamment chez Ducati avec les Street Fighter et machin, et les 1000 machins qui ont dépassé les 200 chevaux, apparemment ils se sentent un petit peu en retard. Donc en fait, ils vont a priori augmenter la cylindrée de 100 cm3, donc pour passer sur un 1390. Alors sachant que le 1290 est en réalité un 1301 cm3. Donc c'est quand même déjà énorme. Moi déjà, je me souviens avec mon XJR 1300 à 4 pattes, j'avais l'impression d'avoir un moteur de tracteur entre les jambes. Là, un 10 cylindres... ça fait 200 kg tout mouillé, donc en plus c'est... Non mais c'est énorme, je veux dire, même une voiture aujourd'hui, moi avec mon EcoBoost d'1 litre, je me dis putain mais... Toujours est-il que du coup elle a été aperçue encore sous forme de prototype, mais déjà bien avancée, donc on imagine bien que ça va être présenté avec moi aussi. Donc avec une plateforme modernisée, alors... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi cette actualité entre guillemets qui est importante pour les constructeurs, c'est que Euro 5 va être encore renforcé l'année prochaine. Donc à partir de janvier, je crois que c'est Euro 5B qui arrive, donc il y a encore des nouvelles normes, ça va être encore plus restrictif. Donc je pense que c'est ça aussi qui les pousse des fois à faire évoluer leur moteur. C'est vrai. Parce que, c'est pour effacer la perte de chevaux et le fait qu'ils étouffent leur moteur, ni plus ni moins. Ouais, c'est ça. Donc bon là, a priori ça prend 100 cm ou plus. Je pense pas que ça fera une grosse différence pour les kidam comme nous, n'est-ce pas ? Mais on risque de voir ça, d'apercevoir ça. Alors par contre, il y a un truc moi qui me chagrine un peu sur les quelques photos qu'on a vues là, c'est ils ont essayé de refaire l'optique devant. Ça part en mode Transformers, donc là c'est un mix des deux phares Suzuki l'un au-dessus de l'autre, avec le contour du phare actuel, c'est un peu bizarre, vous le voyez là sur les forums, ça parle beaucoup. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi je parle de la gamme en général de KTM. Pour moi ça part en sucette totale. Niveau style, ça devient n'importe quoi, c'est dommage. Et pareil, on a aperçu des photos volées entre guillemets de la Super Adventure, donc le trail avec le même moteur là, qui va aussi être a priori refondu. Et là, c'est pareil, ça part, on dirait Batman quoi. J'aimais bien le côté un peu dépouillé, taillé à la serpe d'il y a 10 ans presque maintenant. Même l'actuel, au final, je trouve qu'ils ont un bon équilibre entre le côté très anguleux et... Sauf sur les modèles carénés. Sur les modèles carénés, il y a trop d'informations. Ils ont tellement mis d'éléments partout que le truc, c'est une bouillie en fait. On dirait un jouet. Et c'est dommage. Non, mais la Super Duke, pour le coup, je trouve que l'optique devant reste assez réussi et finalement, pourquoi changer ça quoi. Mais bon, apparemment, ils ont décidé de le faire. Donc affaire à suivre, on regardera ça à l'ECMA. Peut-être que le côté insectoïde va peut-être être poussé un peu trop loin. Avis aux amateurs. On parle maintenant des Royal Enfield. Marque que tu adores, Ludo.
Alors moi j'ai adoré, pour être franc, j'en ai pas essayé beaucoup, mais celle qui m'a le plus marqué c'était la 350 qu'ils ont arrêté, la boulette. Non, pas la 350, la boulette 500, pardon. Qu'ils ont arrêté pour des questions de normes là aussi. C'était vraiment un rescapé de la période préhistorique. C'est une base qui apparemment datait des années 50 maximum. Ouais. En clair, ils ont collé ce qu'il faut pour les normes Euro 4, je crois que c'était. Et c'était un mono qui tremblait de partout. À 80, t'étais à fond de cale. Mais par contre, un charme fou, quoi. Tu prends tes petites routes, tu mets ton petit bol là, et ton vieux blouson en cuir. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc vraiment, le côté voyage dans le temps. Donc il y avait une vraie proposition de, j'allais dire même pas de néo-rétro, mais de rétro tout court. Ouais, c'est la recette Royal Enfield. Hein. C'est en gros, c'est des motos qui sont sur des vieux tromblons, mais qui finalement ont gardé leur charme. Du vrai roots, mais par contre, avec ce qu'on va évoquer là, il y a un virage qui est amorcé et du coup, je lève mon sourcil. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la gamme, vous savez qu'il y avait un modèle qui s'est pas mal vendu, d'abord parce que tarifairement, quand elle est sortie, elle était très intéressante, c'est l'Himalayan 400. L'Himalayan qui est vraiment le... Ouais, c'est la moto indienne, quoi. C'est la moto du Sherpa. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, qui avait cette particularité donc d'être un monocylindre 400 cm3 avec une course très longue, donc quelque chose qui n'est pas forcément hyper performant, refroidi par air, donc conception moteur antédiluvienne, qui du coup, faisait 24 chevaux, je crois, donc vraiment pas suffisant pour nos routes européennes. C'est-à-dire que là, clairement, même la rocade, c'est compliqué dans le sens où pour s'insérer, il fallait serrer un peu les fesses. Quoi. Non, c'est dangereux, tu peux pas rouler tous les jours avec ça sert à rien. Malgré le fait qu'il y ait il y a une vraie communauté qui utilise ça comme moto de voyage, parce qu'en effet, c'est increvable et que ça t'emmènera pas vite au bout du monde. Mais en effet, c'est pas polyvalent. C'est pas polyvalent. Et puis voilà, pour nos contrées européennes, c'était un peu limite. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont moderniser. Alors c'est là où ça pose question, c'est qu'ils vont moderniser complètement cette base-là, donc en la passant sur un moteur plus moderne, donc refroidissement liquide, et donc qui sera un 450, en gardant plus ou moins la même recette, mais en modernisant quand même la base. Alors, il faut savoir que si elle a marché, c'est pour deux raisons principales. La première, comme tu disais, le prix, bien qu'il ait monté bien comme il faut. Ça s'affichait à 3 900 € quand ça arrivait, donc c'était le prix d'une 125 en gros. Donc c'était assez raisonnable, mais là on commence à titiller les 5 000 €, je crois qu'on est à 4 500, 4 600, comme ça. Donc là, on est plus sur d'un moto pas cher. Ouais. Et surtout, deuxième raison, une conception basique, simpliste et archaïque, et donc fiable. C'était ça l'argument de base. Ouais. Là maintenant ils veulent faire quoi ? Ils veulent moderniser la partie cycle et donc rajouter un refroidissement liquide pour aller justement chercher potentiellement les chevaux qui manquent. Maintenant ils s'aventurent sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas, et est-ce que ils vont garder la même clientèle ? Parce que pour moi c'était comme Harley ou des marques comme ça qui sont hyper connotées, hyper j'allais dire communautaires si j'ose dire. Là, on est en train de faire un appel du pied à quelque chose qui n'en ressemble pas. Donc je sais que, comme Harley Davidson, ils ont aussi tenté des trucs qui sortaient complètement du cadre. Ouais. Ils se sont fait un peu taper sur les doigts. Alors peut-être que les chiffres ont suivi, j'en sais trop rien, mais je sais que ça fait beaucoup scandale. Là, c'est pareil. Je me dis, est-ce que ils vont pas se fourvoyer à proposer un mélange des genres qui sera ni bien placé niveau prix, ni vraiment niveau performance. Je suis vraiment sceptique. Là, pareil, niveau look. Je suis désolé, non. La question mérite d'être posée. Mais c'est vrai que c'est bizarre, là, par exemple, vous le voyez hein, sur l'incrustation photo, mais il y a une fourche inversée, par exemple, qui est vraiment le assigne, la base du moderne, du moto moderne, qui est, à mon avis, pas forcément indispensable sur ce genre de bécane. Et c'est vrai que ça fait bizarre là, de voir cette espèce de fourche moderne sur. Voilà, ça fait vraiment une moto façon chinoiserie pas chère qu'on a pu voir il y a 10 ans, quoi. Ouais. On fait un mélange et puis on vous dit, ça brille donc ça roule. Non, je suis pas convaincu. Maintenant peut-être qu'ils vont prouver le contraire. Donc dites-nous déjà ce que vous pensez de l'actuel en commentaire pour ceux qui la possèdent, qui vont rouler et bien rincer. Et est-ce qu'il y a des amateurs du coup aussi ou des gens qui s'apprêtent à sauter le pas, parce que voilà, tous les retours d'expérience nous intéressent sur ces
cette marque-là et surtout, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mouture qui s'annonce? Est-ce que vous êtes client ou pas client? Ouais. Je voulais terminer avec un petit bruit de couloir pour faire un petit clin d'œil à nos amis de chez MV Agusta. Il est question d'une arrivée de moto chinoise qui serait ni plus ni moins qu'une MV Agusta rebadgée sur une base de Brutal 1000 RR avec le moteur de la 921 et tout ça avec une puissance divisée par 2. Donc là actuellement elle fait 200 et quelques chevaux et là pour la version chinoise serait à 125 chevaux. Il y a ça qui sort, le style, bon évidemment typé Superbike, donc l'idée ce serait de proposer une Superbike. C'est QJ Motor qui est déjà bien implanté en Chine. Qui a commencé à importer quelques modèles en France, notamment un Roadster 800, là je sais plus comment il s'appelle, mais ils ont fait un peu l'actualité ces derniers mois là au printemps. Et ouais, on a vu ce truc là qui est apparemment officiel puisqu'il y a déjà la photo de la moto. Hein. Ouais. La seule question c'est est-ce que ça va vraiment sortir en France et on s'est posé la question, tiens mais est-ce que MV Agusta va vraiment laisser faire... C'est ça. Alors on a parlé à la concession et c'est vrai que bon, ça a levé du sourcil en disant ah, ok, est-ce qu'ils vont pas se planter avec ça? Non, puis la recette est un peu bizarre, c'est-à-dire récupérer un moteur qui fait 200 chevaux à la base, en faire une version 120 chevaux. Ouais, je sais pas. Mais ouais, pareil, ça mérite d'être suivi parce que potentiellement ça peut être aussi une bonne surprise. En termes de style, déjà, bon, on voit le clin d'œil à MV Agusta, mais on voit aussi surtout le clin d'œil à CF Motor. Je trouve que l'avant ressemble un petit peu à la 450, là, la SR. Ouais. Et il parle pas du prix. Donc je pense que le vrai argument il serait là. Et comme tu disais, il y a aussi cette volonté de dire que maintenant, nous, les Chinois, on propose aussi de vraies grosses motos et on essaye d'aller chercher de la puissance et de la performance. Maintenant, est-ce que MV Agusta va pouvoir cautionner ça chez nous? Ouais, la question mérite d'être posée. Après, comme nous le disait Thomas dans l'épisode sur MV Agusta, ils ont une production qui est ultra limitée et ils n'ont pas forcément les moyens de trop augmenter ça parce que du coup, c'est encore grandement fait, on va dire, artisanalement presque. Donc peut-être que c'est aussi une façon d'écouler plus de moteurs en les mettant sous licence. Je sais pas. En tout cas, il y a un vrai partenariat officiel qui existe entre eux. Donc, et du coup, on avait regardé pour l'anecdote, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu ces groupes chinois, là, on sait jamais trop, ils sont tous maqués les uns avec les autres, avec des consortiums, des machins. Et là, en l'occurrence, QJ Motor, ça appartient à Geely, qui est donc le groupe qui a notamment racheté certains constructeurs européens, par exemple Volvo et Lotus. Ouais. Et qui du coup là fait des choses assez ambitieuses sur ces constructeurs là, donc voilà, peut-être qu'en effet ils ont signé un gros chèque et que QJ Motor va devenir peut-être le MV Agusta chinois à terme. Voilà, donc je me suis permis d'en parler parce que comme tu disais si bien, c'est un truc chez eux, ils annoncent des trucs et ils attendent pas un an, c'est-à-dire qu'ils annoncent 1, 2, 3, ça y est, c'est là. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça se trouve, là on parle de nouveauté 2024, les mecs ils vont arriver en détente dans 6 mois, du coup c'est là, ça arrive dans 3 mois. Donc on sait jamais, c'est dans les tiroirs et on va questionner MV Agusta. Ouais. Que foutent les partenaires, nom de Dieu? Et voilà, du coup, pour notre petit tour d'horizon, c'était important pour nous d'en parler, parce que c'est vrai que du coup, c'est des discussions qu'on a au quotidien avec Ludo, donc on s'est dit, bah voilà, on va lancer un petit épisode, et puis on va lancer le débat surtout, donc n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des infos qu'on n'a pas vues, notamment pour ces pseudos arrivés à demi annoncés, on sera très friand de ça, et on ira voir... qui de droit pour gratter des dates, qui sait. Puis on fera peut-être une petite chronique au moment de l'ECMA justement pour refaire le point sur ces rumeurs et voir ce qui a réellement été présenté et voir s'il y a des surprises ou pas. En tout cas voilà, ça a marqué le début de notre deuxième saison du podcast. Nous on est super contents de vous retrouver, donc là ça y est, on est organisé, on est carré, on a des épisodes qui sont planifiés. Normalement vous allez nous retrouver toutes les 2 semaines cette fois et pour de bon. Il y a des très gros qui arrivent. Très très gros. Et franchement il y en aura pour tout le monde. Hein. Que vous soyez plutôt piste, plutôt off-road, plutôt routière, plutôt moto d'exception. On a eu beaucoup de chance, on a fait de très belles rencontres et franchement pour une petite chaîne qui démarre comme nous, on est vraiment très fiers de pouvoir
de pouvoir proposer ces sujets-là. Donc, tout ça rendez-vous pour vous dire, dans les prochains épisodes. Ouais. Abonnez-vous pour ceux qui le sont pas encore. Ça nous permet de nous soutenir à pas cher, hein, puisque du coup, c'est aussi le fait que la chaîne grossisse qui nous permet d'aller chercher des gens comme ça, de les faire intervenir dans le podcast. Donc abonnez-vous, comme on disait, je pense que vous serez pas déçus par cette saison. Nous-mêmes, franchement, on s'est auto-surpris nous-mêmes de tout ce qu'on a pu planifier, donc on est assez contents. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines, là, ça va démarrer fort, là. Ouais. Et pour ce qui est des essais, on continue aussi. Il y a des journées qui ont été prévues. Donc vous nous retrouvez du coup comme d'habitude, hein, donc vous avez la chaîne YouTube pour ceux qui nous regardent en version vidéo, vous retrouvez aussi nos essais comme le disait Ludo en short, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast en version audio, donc que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe, et puis après vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Insta. Ouais, on est là et on va essayer de poster un peu plus de contenu là du coup cette année aussi en fonction de nos différentes pérégrinations. N'est-ce pas ? Et a priori il y aura des choses à montrer. Voilà, on vous remercie en tout cas d'avoir été au rendez-vous et de revenir donc pour cette nouvelle saison. Nous, on retourne au boulot et puis on vous dit à dans 2 semaines avec là un invité de marque. Ouais, ça fait plaisir. À bientôt et bonne route. Allez, salut. Salut.